brise la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Fin de la mission du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Un décret présidentiel vient de mettre fin à sa mission à la tête du gouvernement ainsi qu'à celle des ministres. Le secrétaire général de la présidence était dans un flash spécial sur nos antennes pour la lecture du dit décret. Immersion dans le musée des armées, un endroit chargé de témoignages sur notre armée et les grands combats menés au front par nos hommes en tenue. Des récits comptés en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Ce 20 novembre, le monde célèbre les droits de l'enfant. Ici au Mali, la journée a été mise à profit par le département de tutelle de faire une visite à la pouponnière de Niamana. Madame le ministre, à la tête de cette sortie inopinée, voulait toucher du doigt le fonctionnement réel du centre. Awaditma Kamara nous fera un compte-rendu fidèle dans ce journal puisqu'elle suivait Madame le ministre pendant plus d'une heure. 14e édition des rencontres de Bamako, la biennale de la photographie. Nous allons voir ensemble cette cérémonie de remise des prix Françoise Huguet, Bichi Silva et le grand prix Seydou Keïta, des prix qui récompensent les professionnels du métier qui étaient donc les heureux bénéficiaires. On le saura avec Daouda Koni. Nous sommes mercredi 20 novembre et bonsoir à tout le monde, heureuse de vous retrouver. À situation exceptionnelle, une décision exceptionnelle. Un décret vient de mettre fin à la fonction du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, finit donc sa mission à la tête du gouvernement ainsi qu'à celle des ministres. Le secrétaire général de la présidence était dans un flash spécial sur nos antennes pour la lecture du dit décret. On écoute Alfousseini Diawara. Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Sur un tout autre point, carnet d'audience du président du Conseil national de transition, le général Malik Diaw, recevait ce matin le représentant résident du PNUD au Mali. Il s'agissait de faire le point de la collaboration entre le CNT et le PNUD. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali. Il est au micro de Tamsir Diabaté.
un des mandats de PNUD, c'est l'appui à la gouvernance, aussi bien politique, économique, administrative que locale. Et à ce titre, nous accompagnons le CNT depuis un certain nombre de temps pour le renforcement des capacités du CNT, pour l'aider à bien mener son mandat, qui est un mandat de suivi et de contrôle de l'action gouvernementale, de suivi des politiques publiques. Pour ce faire, depuis quelque temps, avec l'agenda des réformes, le PNUD a développé un programme d'appui au CNT. Et j'étais passé discuter avec le président l'état d'avancement de ce programme, quels sont les défis, quels sont les succès, comment pour renforcer les défis, transformer les défis en succès et vraiment renforcer cette collaboration-là. J'ai été agréablement surpris parce que le président du CNT a encore une fois apprécié l'accompagnement du PNUD qui a permis au CNT de faire passer un certain nombre de lois, dont le dernier en date qui est la loi sur le code de procédure pénale, sur laquelle nous avons travaillé depuis le début avec le ministère en charge de la justice. Et nous avons aussi discuté d'autres chantiers nouveaux qu'on pourra démarrer. Et dans ce communiqué, le président du Conseil national de transition convient en réunion extraordinaire les membres de la conférence des présidents ce jeudi 21 novembre 2024 à 9h dans la salle ovale du CICB. Le président sait compter sur la présence de tous. L'actualité de ce mercredi nous amène également à Bakou, où la participation malienne à la COP29 s'illustre par les activités des structures publiques. Tenez, les responsables de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et l'Agence nationale de la gestion des stations d'épilation du Mali ont échangé avec le public sur les défis et perspectives de leurs entités respectives. Envoyés spéciaux à Olusseini Touré, Aboubakar Traoré. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte est un projet dont l'objectif initial était de reverdir tous les pays en proie à la désertification. Mais force est de reconnaître qu'une action isolée des reboisements ne saurait restaurer cet environnement souhaité, d'où la diversification de ces actions. L'initiative de la Grande Muraille Verte a épousé une approche intégrée, exhaustive, qui prend en compte l'ensemble des aspects de développement socio-économique. Donc pour cela, non seulement nous prenons en compte les actions de restauration des terres dégradées, mais nous prenons également en compte les autres aspects, en tout cas, qui contribuent au développement socio-économique de nos communautés. Puisque quand on doit considérer l'initiative dans son contexte, elle est adossée en tout cas à 3 grandes conventions, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention cadre sur la biodiversité, mais bien naturellement la Convention sur la lutte contre la désertification qui est sa raison d'être. Les dernières inondations enregistrées chez nous ont vite fait de rappeler à chacun que les infrastructures urbaines d'assainissement sont aussi nécessaires que les routes et les réseaux d'eau et d'électricité. Leur aménagement ou leur restauration constitue un moyen sûr de limitation des dégâts. L'ANGICEM est un des acteurs clés de cette action. Les solutions, c'est de renforcer les ouvrages et de tenir compte aussi désormais lors des études conceptionnelles de tous ces aspects-là, voilà, pour le futur. Pour Bamako, déjà, les réflexions sont en cours. Néanmoins, il y a le projet de Pruba aussi, qui est là en cours. Déjà, ça a beaucoup avancé avec la construction des nouvelles stations. Donc, je crois que c'est des aspects qui vont être tenus compte. Et ceux qui ont été affectés aussi, les dispositions sont en cours pour pouvoir gérer cela. Les panels sont autant nécessaires que les négociations. Ils constituent un moyen de se faire connaître et d'attirer les regards sur les pays. Dans ce journal, la tenue de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet brésilien Coton-Sol en partenariat avec la CMDT. Il s'agit d'un projet lancé en 2019 dans le village de Badiagara 2, filiale nord-est Koutiala. Il vise à améliorer les rendements des cultures de coton tout en promouvant des pratiques agricoles durables. Le compte rendu, c'est avec Barakissa Ouattara.
Le Brésil prête main forte au Mali à travers la CMDT pour un meilleur rendement des cultures du système coton. Le projet brésilien Coton-Sol a repris en mars 2022 après une interruption en 2019 due au coronavirus. À travers ce projet, les deux parties visent à renforcer la filière coton. C'est vraiment un jalon d'extrême importance parce que le projet a commencé en 2009. Et nous avons un délai pour le terminer dans le sens de les faire tout à fait appropriés par la population malienne qui en sera bénéficiée dans la question de la production de coton. Le projet s'est structuré autour de 3 volets, à savoir le volet fertilisation organique et minérale, le volet conservation des sols et de l'eau et un volet transversal santé-assainissement. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un bilan partiel du projet, mais force est de constater que depuis mon arrivée, je vois des missions brésiliennes passer sur Sigasso et Kuchala, bravant l'insécurité et les conditions difficiles auxquelles elles sont soumises pour l'installation des tests et démonstrations, leur suivi et leur évaluation. Que ces missions en soient remerciées. Pour cette deuxième réunion du comité de pilotage du projet, la partie brésilienne a mobilisé une importante délégation, dont sa télévision nationale. Le projet Coton-Sol prendra fin en décembre 2026. Et si nous suivons à présent Madame le ministre sortant de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dr Coulibaly Mariam Maïga, dans le cadre de la célébration ce 20 novembre des droits de l'enfant, a choisi de faire une sortie inopinée et elle a décidé de se rendre à la pouponnière de Niamana. Objectif, connaître le fonctionnement réel du centre. Imaginez la surprise des responsables et pensionnaires du centre qui ne s'attendaient pas du tout à cette visite. Awaditma Camara l'a qualifiée de réveil inhabituel. Suivons-la, elle était au cœur du dispositif pendant une bonne demi-heure avec Madame le ministre sortant. Il est 7h11 ce mercredi matin, alors que le soleil se pointait timidement à l'horizon. Une voiture fait discrètement son entrée au centre d'accueil et de placement pour enfants dénommé Pouponnière de Niamana. À la surprise générale, c'est la ministre en charge de la promotion de l'enfant qui sortit. Loin des habituelles formalités d'accueil, elle est directement en face de quelques enfants qui sont d'ailleurs intrigués. Simplicité, authenticité prenaient le pas. La visite commence directement par les dortoirs d'en bas où certains enfants venaient de se réveiller et se préparaient pour la douche. Ça va? Le personnel, surpris, commence à comprendre peu à peu ce qui se passe et à réaliser qu'il fait face à une visite impromptue. Peu de temps après, le directeur est finalement venu, visiblement pris de court par cette visite imprévue. Des questions liées à la gestion du centre fusent de partout. Bonjour madame le ministre. Bonjour, c'est le directeur. Oui. Dambélé. Ils ont demandé 50. Quel visage? C'est tous les visages. Les visages. Oui, les 50 seront répartis entre les villages d'enfants. C'est la direction qui demande. Donc selon les places disponibles, ils font la répartition. La commission même, c'est aujourd'hui. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la journée de l'enfance, une journée spéciale qui rappelle l'importance du bien-être et des droits des enfants. Dr Coulibaly, en passant du temps avec les enfants, montre l'engagement du gouvernement pour leur épanouissement. Madame, je suis un peu surpris, mais avec agréable, parce que je sais que le travail qui est abattu ici, là, je n'ai pas d'inquiétude par rapport aux visites. Donc sinon, je n'avais aucune information. Donc, mais je pense que c'est normal. C'est normal en tant que responsable, en tant que manager. C'est ce qu'il faut souvent faire. J'ai jugé nécessaire, avec toute mon équipe qui est là, de venir constater, de viser comment ces enfants dorment, comment ces enfants se réveillent et aussi comment ils sont traités par les personnels. Mais aussi de venir leur dire bonjour et leur souhaiter une très bonne célébration de cette journée qui est importante pour tout enfant.
Et à la suite de cette visite, nous avons constaté une fois de plus que, effectivement, ces enfants qui sont de plusieurs catégories traversent des difficultés. Quant aux difficultés évoquées, la ministre assure qu'elles seront prises en compte et promet de leur apporter une suite. Elle s'engage à suivre de près les situations soulevées et à mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des enfants et à soutenir le centre dans ses efforts. La suite, c'est que nous allons continuer les discussions. Comme je l'ai dit, il y a une collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers, mais il y a une collaboration au niveau du gouvernement même. Ces enfants qui sont au niveau de ces centres d'accueil et de placement familial ont besoin de beaucoup de choses, ont besoin d'éducation, ont besoin de soins, ont besoin de formation et bien d'autres. Donc ça voudrait dire que d'autres départements sectoriels déjà viennent à notre secours, mais nous devons renforcer notre collaboration avec ces départements-là pour assurer la prise en charge en fonction des besoins. Aujourd'hui, à l'occasion du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, il est plus que jamais essentiel de rappeler que chaque enfant, quelle que soit sa condition, mérite un environnement qui respecte ses droits et favorise son développement, comme le stipule l'article 3 de cette Convention. Nous allons continuer avec les enfants et les femmes. Un programme vient d'être lancé tout en leur honneur. Il sera mis en œuvre dans les régions de Ségou et Mopti pour répondre aux besoins de ces couches affectées par la crise humanitaire au Mali. D'où le nom du programme Sauver des vies, promouvoir la résilience, fourniture des services intégrés de santé sexuelle, reproductive et de prévention. Suleiman Sidibé nous en parle. Le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA conjuguent leurs efforts pour apporter une assistance aux femmes et filles des régions de Ségou et Mopti. En investissant dans ces communautés, nous contribuons à bâtir des personnes et des systèmes plus résilients, capables de mieux résister aux futurs chocs. À travers ce projet ambitieux, fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement du Mali, la coopération coréenne et le Fonds des Nations Unies pour la population et les partenaires de mise en œuvre de ce programme, nous nous fixons des objectifs clairs et mesurables. Premièrement, fournir des services vitaux de santé reproductive guidés par les dispositifs minimums d'urgence de manière cohérente, efficace et de qualité, accessible aux femmes et aux filles. L'accès limité aux soins de santé maternelle et néonatale est une réalité malheureusement tragique pour de nombreuses femmes dans notre pays. Le projet Sauver des vies et promouvoir la résilience, fourniture de services intégrés de santé sexuelle et reproductive, de lutte contre la violence basée sur les genres liée au sexe pour sauver des vies dans les situations humanitaires au Mali, précisément à Mopti et à Ségou, et le niveau national est d'une importance capitale pour mon département et égard aux objectifs à atteindre, à savoir la prévention et la réponse en matière de VBJ, et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable 3 et 5 à travers la promotion des droits à la santé reproductive et la prévention et gestion de la violence basée sur le genre dans des situations de crise. Le programme Sauver des vies concerne les femmes enceintes, allaitantes, adolescentes et les filles et garçons, sans oublier les survivantes des VBG et les personnes à risque pour une durée de 3 ans. Le site d'information Bembéré et International Media Support préviennent et luttent contre la désinformation en période électorale. C'est ce qui explique d'ailleurs la tenue de ce forum multi-acteurs afin d'armer les participants à faire face aux effets de la fausse information en période électorale. Regardons ensemble ce reportage de Bokari Koulibaly et Barakou Maïga. Un sentinelle est debout sur les remparts. Le site d'information Bembéré déclare la guerre à la désinformation en période électorale. Constituant un véritable catalyseur de conflits pré- et post-électoral, les fausses informations font légion lors des scrutins. Pour contrer les fléaux, le site d'information Bembéré sonne l'alerte à travers ces cadres d'échange. Ce forum va débattre de la problématique majeure de la désinformation en période électorale.
et il a pour objectif, entre autres, de mettre en place un cadre d'échange entre les autorités, les acteurs des médias, les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile, aussi d'identifier les méthodes, les acteurs potentiels et les canaux de propagation de la désinformation en période électorale, et aussi il s'agira de dégager des pistes de solutions pour faire face au fléau de la désinformation en période électorale. Le combat contre la désinformation en période électorale ne saurait être mené tout seul. Voilà pourquoi International Media Support et l'autorité indépendante de gestion des élections accompagnent le site Bembere dans cette initiative. Ce projet que nous avons avec Bembere cadre parfaitement avec un des objectifs de notre programme qui consiste à responsabiliser davantage les acteurs numériques pour que ceux-ci jouent pleinement leur rôle dans le cadre de la génération d'informations fiables et de qualité. Le défi pour nous, en tant qu'organe de gestion des élections, est de faire face au phénomène de la désinformation dans le respect de nos missions, à travers une application non tendancieuse de la loi électorale. Pour ma part, j'estime qu'il est important de sensibiliser les électeurs et de mettre en place des mécanismes pour vérifier l'exactitude des informations avant, pendant et après les élections. Ce cadre d'information, de sensibilisation et d'éveil de conscience sur les méfaits des fake news en période électorale entre dans le cadre du projet Andal porté par le site d'information Bembere et International Media Support. L'atelier note la participation d'une multitude d'acteurs venus de tous bords. Suite au communiqué de l'Office malien de l'habitat relatif à la signature des contrats des bénéficiaires de 1993 logements de la deuxième tranche des 12 566 logements sociaux, le directeur adjoint de l'Office nous a accordé une interview afin de mieux faire comprendre l'opération qui débute donc demain jeudi 21 novembre. Je vous propose donc d'écouter Amidou Kone, directeur général adjoint de l'EMH. Il est au micro de Mamadou Fani. Je tiens à préciser qu'il s'agit des bénéficiaires de 1993 logements sociaux, qu'on appelle deuxième tranche du programme des 12 566. La liste de ces bénéficiaires a été publiée le 27 avril 2022 par décision du ministre chargé de l'habitat, notamment la décision 2022-0087. Donc il s'agit de ces bénéficiaires-là principalement. Ce n'est pas une nouvelle opération. Donc, et les signatures de ces conventions vont se dérouler à partir de demain jusqu'au 28 novembre. À notre annexe qui est située à Irimadio, juste derrière le stade du 26 mars. Donc les bénéficiaires seront pendant toute la période de demain 21 novembre au 28 novembre. Il y a un programme qui est établi. Plus d'une dizaine de notaires sont mobilisés. Donc les bénéficiaires, une fois sur place, ils verront chez quel notaire ils sont. La session directe, les dossiers sont en cours et je l'espère bien dans les prochains jours. En tout cas, c'est sûr quand les opérations vont terminer, il y aura la liste qui sera publiée, mais ça ne les concerne pas. Il s'agit bien des logements sociaux attribués en 2022. L'opération commence demain jeudi. Je vous amène à Samanco où se tient la traditionnelle journée porte ouverte de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides. Les organisateurs ont fait découvrir sur place aux entreprises sémencières et aux organisations paysannes des semences améliorées Made Ikrizat. Le lieu a été un cadre d'échange et de partage d'informations, mais aussi de technologies entre les agriculteurs, chercheurs et potentiels partenaires sur les défis de production, de commercialisation et de consommation. Awad Makoulibaly et Abdoulaye Samaké nous en disent plus. Le mil, le sorgho et l'arachide, principale entité des recherches de l'Ikrizat. En ce jour, elle rassemble le monde de l'agriculture autour d'elle, tant cru que transformé. J'ai transformé le beignet qu'on appelle fari. J'ai fait l'aro à base de sorgho et chofroufrou. J'ai fait djouga. Ces produits sont faits à base du petit mil, le sorgho et l'arachide. Ces trois vivres jouent des rôles importants dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali.
et contribue grandement à l'amélioration des revenus des petits producteurs. Alors, ambassi sur hier ni igreja du fait. Alors, au yesi simuni anga wakati ndoku. Donc, asro fone ka bon. Na sama kura ni sura. Avec nya ama kusa. Na famba de balade. Na ni sura ola sa dunka fa sabati. Satisfaire la population en termes de vivres nutritifs, sains et accessibles en contrecarrant les défis météorologiques, climatiques et saisonniers. C'est la raison d'être de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT. En la matière, certains résultats donnent déjà de l'espoir. Encouragement de constater que la productivité du sorgho, de l'arachide et du mil peut être considérablement augmentée grâce à l'utilisation des variétés améliorées accompagné de bonnes pratiques agricoles. La journée porte ouverte offre opportunité aussi d'apprendre en observation ou bien en observant les bénéficiaires de l'adoption des pratiques recommandées sous les champs de l'agriculteur. Un grand tour des surfaces d'expérimentation des variétés produites, étalées sur 62 hectares, donne un aperçu du travail abattu par la structure, avec comme partenaire premier l'IER. Les travaux qui sont faits par ICRISAT et par l'IER pour la création variétale est basé sur les besoins de nos agriculteurs. Si un partenaire doit faire face à lui seul à toutes les contraintes émanant de la population, ça va prendre beaucoup de temps. Mais s'ils sont deux, on va raccourcir le temps de création variétale pour répondre aux besoins de la population. Une solution trouvée en cas de grande sécheresse. Une autre problématique est la recherche sur l'amélioration des vivres pour résister aux périodes d'abondance des eaux. Pérenniser les acquis du projet Technologie africaine pour la transformation agricole par la formation des cadres et producteurs. C'est à cet exercice que se livrent les responsables de l'IER. Mais comment? C'est ce qu'a voulu comprendre Ba Traoré. La réduction des effets des changements climatiques sur la population, telle était la préoccupation des responsables de l'IER, l'Institut d'économie rurale, à travers le projet TAAT, Technologie africaine pour la transformation de l'agriculture. Après une année de mise en œuvre, le projet a considérablement permis une augmentation des productions de blé et de riz grâce aux semences améliorées et aux nouvelles variétés de céréales. Et de façon générale, comment améliorer la sélection des matériels végétaux, dont le blé qui doit être diffusé au niveau des producteurs, qui est adapté aux conditions agroclimatiques du Mali, et également aussi qui a des bons rendements et aussi dont la qualité nutritionnelle aussi est très bonne. Il s'agit pour les responsables de l'IER d'inciter le gouvernement du Mali et son partenaire, la Banque africaine de développement, afin de capitaliser les acquis de ce projet. Le présent atelier de renforcement des capacités des agences se veut un lien d'échange entre les chercheurs et les vulgarisateurs agricoles. Au regard de vos expériences, de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que les enseignements pertinents sortiront de vos échanges et permettront à chacun de vous, en particulier aux bénéficiaires, d'obtenir des semences de haute qualité et de bonne productivité qui contribuera à la sécurité alimentaire, l'objet même de ce projet. Le projet Technologie africaine pour la transformation de l'agriculture est exécuté dans 10 régions du Mali et le district de Bamako. Les responsables de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées et ses partenaires ainsi que les représentants de plusieurs départements ministériels sont en conclave depuis ce mercredi matin à Bamako. Il s'agit d'élaborer un document de contribution de la FEMA au processus d'inclusion des personnes vivant avec handicap. Kassim Diallo, Alkaou Traoré. Au Mali, les personnes handicapées sont estimées à 15,5% de la population, une couche défavorisée par leur corpulence physique. Ces personnes doivent être protégées par les droits, d'où cet atelier d'élaboration d'un document de contribution de la FEMAF au processus d'inclusion des personnes vivant avec handicap au Mali. Il convient de signaler que le Mali, à l'instar des autres pays du monde,
a inscrit au cœur des préoccupations nationales la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a pour objet de promouvoir, de protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales des personnes vivant avec un handicap et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'environnement national, institutionnel et législatif, portant sur les questions relatives à la personne vivant avec handicap. Ce document, après validation, sera remis, Inch'Allah, au ministre de la Santé et du Développement social, au Premier ministre, au chef du gouvernement et au président du Conseil national de transition par le comité des droits des personnes vivant avec handicap. Et le Mali a signé et ratifié la convention annuelle relative aux droits des personnes vivant avec handicap de 2007 à 2008 et pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Avec un handicap au Mali, des préoccupations relatives à la promotion, à la formation et l'insertion socio-économique de cette couche défavorisée. L'école fondamentale de Missira 2, en commune 2 du district de Bamako, fait peau neuve avec la réhabilitation de 12 de ses salles de classe. Une démarche de la fondation Azalaï, bien appréciée par le gouvernement, puisque c'est le ministre sortant de l'Éducation nationale, en personne, qui a procédé à l'inauguration des nouvelles infrastructures. Yara Dabele était sur place. L'école fondamentale de Missira 2 a désormais un nouveau visage. Le bienfaiteur est le président de la fondation Azalaï. Moussa Dekbali souhaite ainsi offrir un environnement adéquat aux apprenants. Les salles de classe ont été rénovées pour offrir un espace d'apprentissage moderne. Les toilettes et les points d'eau ont été entièrement refaits pour garantir des conditions sanitaires optimales. Une cantine scolaire a été construite répondant à un besoin essentiel pour nos élèves. La cour de l'école est en train d'être aménagée afin que les élèves aient un environnement propice. Des tables-bancs ont été ajoutées pour améliorer le confort des élèves. La rénovation de ces infrastructures scolaires vient soulager les responsables éducatifs dans leur ambition d'offrir un espace scolaire viable aux apprenants. C'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction en ce sens que l'état des salles de classe ici ne répondait pas aux normes. Et Dieu merci, grâce à M. Bali Assadek, il y a eu des travaux de réhabilitation des salles de classe. Ces travaux participent en quelque sorte de l'effort des autorités de notre pays à doter notre système éducatif d'infrastructures de qualité, à offrir à nos élèves des espaces d'apprentissage modernes, accueillants. Les apprenants sont juste émerveillés et ont hâte de regagner les nouvelles classes. On a reçu des nouvelles classes. Je suis content. On remercie les donateurs. Un nouveau projet d'urgence en matière de protection de l'enfance et du Watch lancé à Tombouctou par Plan International. Retrouvons Nadim Babassissé pour plus de détails. Porté par Plan International, le projet GAC est une réponse d'assistance d'urgence en matière de protection de l'enfance et du Watch qui sera mise en œuvre dans 4 cercles de la région de Tombouctou, à savoir Gundam, Direy, Gourmararous et Tombouctou. Nous sommes très heureux de l'acquisition de ce projet qui viendra renforcer les paquets de réponses que Plan apporte auprès des autorités régionales et de l'ensemble des acteurs humanitaires pour contribuer à sauver des vies et réduire les souffrances en accroissant et en maintenant la dignité humaine. Pour les réfugiés, les personnes déplacées internes, les rapatriés et les populations hautes, en particulier les enfants, les adolescents des communautés touchées par la crise dans la région de Tombouctou. Au cours de sa mise en œuvre, le GAC procédera à la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, la sensibilisation des communautés sur l'hygiène et l'assainissement, la fourniture des services de gestion des cas intégral et d'orientation des enfants non accompagnés et séparés de leur famille, en leur facilitant les documents d'état civil, entre autres.
Ce projet va être utile et ce projet va résoudre beaucoup de problèmes. Pendant les 10 années, notre région a été beaucoup touchée par le problème de points d'eau. Et aussi les espaces amis des enfants permettra aux enfants de retrouver un peu le sourire. Ce projet d'assistance d'urgence en matière de protection de l'enfance et WASH pour les communautés déplacées et autres touchées par la crise complexe couvre les domaines d'intervention suivants: la protection en général, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'hygiène, eau et assainissement. Le présent projet d'une durée de 24 mois est financé par Affaires mondiales Canada pour un coût global de plus de 900 millions de francs CFA, avec comme partenaire de mise en œuvre AMSS, avec la collaboration des services techniques concernés et les communautés à la base. La plateforme Anko Mali invite tous ses militants et sympathisants à une grande prière qu'elle organise au stade du 26 mars. C'était lors de la tenue de son assemblée générale qu'elle a annoncé cette décision. Suleiman Sidibé, reportage. La plateforme Anko Mali met la prière au cœur de ses activités pour le Mali, d'où l'initiative d'une séance de prière le vendredi 29 novembre prochain au stade 26 mars. En prélude à l'événement, elle rencontre ses militants et la presse pour une campagne de sensibilisation afin que la mobilisation soit effective. Rassembler les Maliens, chercher un dénominateur commun, rentrer et ressortir par la même porte. Donc, montrer à tout un chacun que nous sommes des Maliens, nous ne sommes pas des ennemis. Prions ensemble pour que le Mali avance. Dans les 19 régions du Mali, y compris l'extérieur, la plateforme est très bien implantée et nous nous portons à merveille. Notre vision de créer une synergie des forces pour sortir le pays de l'ornière était certainement la meilleure analyse. D'où la plateforme des organisations politico-sociales Anko Mali. Après la grande prière que nous avons voulu, nous irons à l'intérieur du pays. Créée en 2021, la plateforme Anko Mali est composée de la société civile, des organisations syndicales, des partis et mouvements politiques avec comme mission soutenir les autorités de la transition et fédérer tous les mouvements et de soutien à la transition. Autre grand titre de ce journal, 14e édition des rencontres de Bamako, la Biennale de la photographie. Nous allons voir ensemble cette cérémonie de remise des prix Françoise Huguet, Bussi Silva, le grand prix Seydou Keita, des prix qui récompensent les professionnels du métier, qui étaient donc ses heureux bénéficiaires. Écoutons Daouda Kone qui a assisté à la cérémonie. Victor Adewale du Nigeria a été troisième de ce concours de photographie et a remporté le prix Françoise Huguet. Willow Evan de la Côte d'Ivoire a remporté le prix Bussi Silva. Le grand prix ou prix Seydou Keita est revenu à Maeder Haile Selassie Tades de l'Éthiopie. Sur une 500 candidats qui ont postulé, on a retenu une exposition de 30 artistes et c'est 4 membres du jury qui ont travaillé pendant très longtemps pour pouvoir proposer ces 3 prix en fait. Donc c'était un travail fastidieux, ils ont pris en compte le thème Kouma, qui est la parole. Donc ils ont essayé d'analyser comment cette thématique a pu transparaître dans le travail des artistes et c'est ce qui les a aboutis à ce choix. Ce moment a permis d'aborder les grands points en lien avec ce 30e anniversaire de cette biennale dédiée à la photographie africaine. C'est une émulation parce que les Maliens ont la chance de découvrir la crème de la crème, parce que pour participer à la rencontre, il faut être au top. Donc c'est ça qui éduque le regard des artistes nationaux. De dire que voilà, aujourd'hui le premier lauréat qui a eu le prix Seydou Keita nous vient de Addis Abeba, de l'Éthiopie, le deuxième de la Côte d'Ivoire, le troisième du Nigeria. Donc c'est une émulation. Et le Mali a eu le prix des honorifiques aussi qui pousse les artistes à aller au-delà. Il faudra retenir que le thème de cette année est Kouma ou la parole. La Biennale africaine de la photographie qui se poursuit donc à travers le pays. Culture toujours, l'actrice et réalisatrice malienne Fatoumata Coulibaly, dite FC, détentrice du prix Sotigui Awards 2024 chez le ministre sortant de l'Artisanat et de la Culture. Notre compatriote est venu présenter ces trophées qui honorent nos artistes et le cinéma malien. Nouhoum Sissoko, reportage.
La 9e édition des Sotigui Awards 2024 de Ouagadougou a vu le double sacre de notre compatriote actrice et non moins réalisatrice, Fatmata Koulibaly alias FC. À cette compétition cinématographique, elle a remporté le prix du meilleur acteur ouest-africain et celui du public. Au terme de la consécration, la lauréate est venue présenter ses 2 trophées au ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Meilleur Sotigui du public africain, j'en suis fier. Et puis, meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, j'en suis fier. C'est pourquoi j'ai dédié le prix meilleur public africain à la jeunesse malienne. Il faut que la jeunesse se batte. On ne doit pas s'asseoir, on doit se lever. Et l'autre prix, je l'ai dédié aux forces armées, les FAMA. Parce que si tu vois que nous travaillons tranquillement ici, dans nos coins, c'est parce qu'eux, ils sont de l'autre côté en train de se battre, de tomber. Mais malgré ça, ils ont le courage, ils ont le vent en poupe. Ils veulent défendre leur patrie jusqu'à la mort. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a salué ce succès qui vient auréoler le 7e art au Mali et susciter un sentiment de fierté des Maliens. Sachez que le peuple du Mali est fier de vous. Le peuple du Mali est reconnaissant envers vous. Vous êtes l'admiration du peuple. Vous êtes sa fierté. Et comprenez en cela que vous avez une responsabilité aussi. Celle de porter toujours haut la culture malienne. Parce que partout où vous serez appelé, votre nom va retentir au-delà de votre personne pour représenter la nation malienne tout entière. Des témoignages poignants sur la brave dame qu'est FC ont été faits par ses proches collaborateurs. Tous apprécient son combat pour le développement du cinéma africain et son attachement à l'art et à la culture de son pays. On en vient à présent à cette immersion dans le musée des armées, un des pans essentiels de notre histoire. L'endroit est chargé de témoignages sur notre armée et sur son passé glorieux. Le ministre sortant de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a fait un tour au musée des armées. Aridou Matina et Idrissa Traoré l'ont suivi. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée, Sadio Kamara, découvre à l'occasion de cette soirée dite citoyenne le musée des armées. Cette structure chargée d'histoire a été mise en place suite à une visite officielle du président Alpha Oumar Konaré en Algérie, qui a visité le musée central de l'armée algérienne et qui a vu la nécessité de mettre en place un musée militaire au Mali. Le musée est une vitrine mémoriale de l'armée. Le musée a vu le jour en 2005, créé par ordonnance, mais les activités ont commencé en son sein en 2006. Nous avons des expositions temporaires et des expositions permanentes. Et par rapport à nos expositions temporaires, ils sont en rez-de-chaussée. Le musée, un des pans de notre histoire, est sous la direction du colonel-major Yacouba Traoré. La visite guidée dirigée par le chef du département muséologie a permis d'abord de découvrir la salle d'exposition temporaire qui couvre 3 thématiques, à savoir les dozos qui furent les premiers militaires de notre armée, ensuite la thématique D qui s'intéresse aux officiers de l'armée coloniale et la 3e thématique qui concerne nos résistants qui ont opposé une farouche résistance contre la progression coloniale. Par rapport à la voiture du premier président, elle a une histoire vraiment... Nos compatriotes résidents au Libéria, à Monrovia, ont été jaloux du président américain parce que ces derniers avaient une voiture de la même marque. Ainsi, ils ont cotisé pour en acheter et l'offrir au président de la République, Modibo Keïta, en 1964. Ces 2 avions aussi ont une histoire. Et par rapport au premier avion, cet avion a été réquisitionné lorsque la première rébellion a éclaté en 1963 par le général Abdoulaye Soumaré, qui était chef d'état-major des armées à l'époque. Et c'était pour faciliter les observations aériennes, mais aussi et surtout
pour les transports des commandos autonomes. Sa capacité d'accueil est de 14 places, y compris les pilotes et son copilote. Le deuxième avion? Le deuxième avion est un MiG-17. Et cet avion même a participé à certaines campagnes. La visite a permis au ministre Camara de se remémorer de pas mal de choses sur l'histoire de l'armée malienne et sur le passé de nos dévanciers. Nous venons d'assister à une magnifique exposition au musée des armées, qui est la structure chargée de la recherche de notre histoire militaire, la valorisation de notre passé glorieux. Cela colle parfaitement avec la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Après nous avoir fait le tour de ce lieu chargé d'histoire, je me sens plus fier que jamais d'être malien, d'être femme. Je me sens privilégié de pouvoir poursuivre l'œuvre millénaire de nos ancêtres pour la sauvegarde de notre patrimoine, la sauvegarde de notre civilisation malienne, qui est une civilisation de paix, de quiétude, mais aussi une civilisation farouche combattant, attachée à leur dignité, à leur liberté et à leur honneur. Ce musée des armées est un formidable outil mémorial qui mérite d'être connu et visité par tous les fils, toutes les filles de ce pays. Le musée des armées est un endroit chargé d'histoire qui constitue une véritable bibliothèque pour la sauvegarde de notre passé glorieux. La signature du livre d'or par le ministre de la Défense et des anciens combattants a mis fin à cette visite. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, échange avec l'équipe nationale de football, les Étalons, une rencontre qui se tient après la défaite des Étalons face au Malawi à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ibrahim Diallo, reportage. Au cours de cette rencontre avec l'équipe nationale qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le chef de l'État s'est réjoui des efforts consentis par l'encadrement technique, le ministère en charge des sports et la Fédération burkinabé de football pour amener la cohésion au sein de l'écurie Étalon. Aux joueurs qui reviennent d'une défaite contre le Malawi, le président du Faso a prodigué des conseils. Actuellement, tout le monde est combattant. Et à chaque fois que nous entreprenons quelque chose, c'est l'esprit de combat. Vous l'avez prouvé durant beaucoup de matchs, tout le parcours de cette qualification. Et s'il y a une chose qu'un combattant doit avoir en tête, c'est la confiance en soi. Alors, il ne faut pas voir les petites erreurs qui peuvent arriver, des défaillances par moment, et perdre confiance en soi. Je vois beaucoup de gens qui ont le visage baissé ce matin parce qu'ils ont eu à faire des erreurs au cours du match. Ce n'est pas la bonne posture.
il n'y a pas à se décourager, à déprimer, ou tomber, se coucher et ne pas pouvoir se relever. Je veux que vous vous mettez dans la peau du combattant. Ce n'est pas toutes les batailles qu'on remporte, on perd souvent. Le président du Faso a par ailleurs apprécié l'esprit collectif qui prévaut sur le terrain. Toutefois, le chef de l'État déplore l'absence d'un percuteur, ce leader et meneur d'hommes capable de catalyser toutes les énergies pour venir à bout de l'adversaire. J'ai vu le match contre le Sénégal et je disais que j'ai beaucoup apprécié parce que là, on commence à voir qu'il y a une équipe, il y a un bloc. Parce que ce qui était recherché dans cette phase de transition, si je peux dire, dans l'équipe, c'était cette cohésion-là. Et je pense que ça y est. Le staff technique, vous êtes à féliciter. Et réussir à ramener les gens au fur et à mesure autour de l'essentiel, c'est très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré a en outre invité les étalons à se préparer dès maintenant pour la CAN pour ne plus décevoir. La patrie ou la mort, ce n'est pas un mot. C'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons et nous devons vaincre, coûte que coûte. Dans cette guerre, j'attends quelque chose de grand de vous. Capitaine, on prend l'engagement ensemble aujourd'hui. C'est compris, non? Merci beaucoup et bonne chance à tous. Nous sommes très heureux d'être ici parmi vous ce matin. Et on profite de vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Vous avez face à vous des braves soldats qui ont essayé de tout donner pour brandir le drapeau de Burkina Faso très haut. Et on vous promet de faire le meilleur dans les années à venir. Et l'objectif pour nous, c'était déjà la qualification pour le Maroc. Et on l'a fait. Le plus difficile arrive maintenant, c'est de tout donner pour qualifier le Burkina Faso pour la Coupe du Monde. Le ministre chargé des Sports a également pris l'engagement de travailler avec ses collaborateurs pour remporter les futures batailles. Rendez-vous en mars 2025 pour Burkina Faso-Djibouti et Guinée-Bissau-Burkina Faso comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une tenue existe désormais pour toutes les femmes de l'AES et si nous la découvrons avec Mokhtar Issoufou et Issa Ousmane Mahama de la télévision nigérienne. La cérémonie d'ouverture de la conférence de solidarité avec le peuple du Sahel, outre le discours fort et plein de sens contre l'impérialisme, a été riche en couleurs de par l'habillement des femmes participantes qui reflètent la diversité et la richesse culturelle du Sahel. À en juger par cette tenue vestimentaire de femmes du Nord Mali vivant au Niger depuis plusieurs décennies. Je suis là au Niger depuis plus de 50 ans. J'ai fait depuis l'école maternelle jusqu'à l'université ici au Niger. Elles se sont en effet faites remarquer par leur élégance singulière dans une tenue toute particulière et coiffée de bijoux couleur or. Elles rappellent ainsi une certaine époque où les femmes de l'espace sahélien, par leur richesse, portaient de l'or pur. C'est une tenue purement traditionnelle du nord du Mali, particulièrement Gao. Et la coiffure, c'est particulièrement Tombouctou. Mais étant donné les deux, c'est pur Sonraï, voilà, j'ai tenu à porter cette tenue pour représenter, rappeler un peu la tenue traditionnelle du Mali. La tenue, elle symbolise le traditionnalisme. La tenue, elle est une tenue traditionnelle de Soraï. Et même ici au Niger, les Soraï portent la même tenue. Les Tamashek portent la même tenue, puisque c'est du noir ou marron, blanc. Les trois pays portent la même tenue en général. Les trois pays de l'AEC. Nous, on est en train de valoriser notre tradition à travers les tenues. Ces femmes de la Confédération des États du Sahel entendent perpétuer cette tradition devenue au fil du temps une pratique aussi bien dans le pays de l'Alliance des États du Sahel que dans le pays voisin. C'est pour ainsi dire que nos valeurs culturelles restent et demeurent le fondement même de notre identité.
Et un clin d'œil à ces sorties de livres. Vous avez Mali, une crise aux multiples facettes. C'est l'intitulé de cet ouvrage de Djabir Touré. L'auteur planche sur la complexité du territoire malien avec une multitude de communautés, de groupes armés tribalisés. Le docteur en sciences politiques donne également son avis sur les actions mises en place par le président Ibeka durant ses 2 mandats. Retrouvez également dans vos kiosques cette parution de Seydou Camara dénommée Histoire générale des Camara, un livre qui plonge les lecteurs dans l'histoire du Mandé profond. Il retrace l'avènement du patronyme Camara du Mandé en passant par le Ouagadou. 2 œuvres littéraires qu'on vous recommande vivement. Hommage du gouvernement à ce véritable chantre de la paix et de la cohésion au Mali. Le grand imam de Gao, feu Cheikh Oumar Al-Mahdi, récemment décédé, est salué pour ses efforts pendant toute sa vie au service de son pays. Une délégation du gouvernement sortant est venue spécialement à Gao présenter les condoléances de la nation à sa famille et à toute la population de la cité des Askia. On retrouve nos correspondants sur place, Ali Idrissa Maïga, Youssouf Samake. 3 membres du gouvernement sont venus à Gao pour présenter les condoléances des plus hautes autorités et de l'ensemble du peuple malien à la famille de l'imam Oumar Al-Mahdi, non moins chef de l'équipe régionale de l'appui à la réconciliation. Nous avons appris avec une grande tristesse avant-hier le décès de l'imam Alpha Oumar. C'est une personnalité énigmatique, une grosse perte pour Gao en particulier et pour le Mali en général. Ce monsieur, par son aura, son influence, sa personnalité, a su fédérer toutes les tendances de Gao autour de lui dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Dans le cadre de la réconciliation, il était au niveau de Gao comme chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Gao. Au regard de cette perte immense, le président de la transition a délégué un certain nombre de ministres pour venir présenter les condoléances. Moi-même, accompagné du ministre des Affaires religieuses et des cultes, le docteur Mamadou Kone, aussi le ministre de la Refondation, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga. Donc au nom de tout le gouvernement, au nom du président de la transition, nous présentons les condoléances les plus tristes à tout Gao, à sa famille et aussi à ses coreligionnaires. Pour les membres de la famille et les proches collaborateurs de Alpha Oumar, l'arrivée de tous ces ministres à Gao est une reconnaissance de la nation envers un homme qui a consacré toute sa vie à la recherche de l'entente et de la stabilité au Mali. Oumar est mort pour tout le Mali, pour le monde. Tout Gao vous remercie. Remercie le gouvernement qui vous a mis en mission et fait des bénédictions pour vous et pour le défunt. Au nom de tout Gao. Rappelons que la paix, la concorde et la stabilité du Mali ont toujours été le combat de celui dont le départ reste une grande perte pour la nation. Dors en paix, le grand patriote. Notre collègue Sékou Keïta n'est plus. Il est décédé ce mardi à la suite d'une longue maladie à l'âge de 48 ans. Il a intégré la fonction publique en 2001 en tant qu'agent technique avant d'être affecté à la station TV-FM d'Abeibara dans la région de Kidal. La cérémonie des obsèques, un compte-rendu de Dossé Baba Diara et Siriki Koulibaly. Toute âme goûtera à la mort, dit-on. Ainsi, Sékou Keïta a été arraché à notre affection ce mardi matin à la suite d'une longue maladie. Agent technique de son état, il a intégré la fonction publique en 2001, puis il a été affecté à la station TV-FM d'Abeibara, dans la région de Kidal, où il a servi de janvier 2002 à août 2004. La maladie, ça lui a fatigué réellement. Dieu a fait ce qu'il veut. Maintenant, on ne fait que faire des bénédictions pour que l'âme se repose en paix, vraiment. Humaniste et grand travailleur selon ses collaborateurs, Sékou Keïta fut parmi les premiers agents de la station TV-FM d'Abeibara. Ce séjour a été vraiment palpitant et parfait. C'était l'encontre du milieu. En tant que les premiers agents, on a tenu le coup. Un homme très courtois, humaniste.
C'est avec un cœur vraiment serré aujourd'hui. Je témoigne. Au nom de tous les travailleurs de l'URTM, au nom du personnel, au nom de l'administration, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt Sékou Keïta. Sékou Keïta, je l'ai connu à Abébara, à l'URTM. Quand je passais, je quittais Tessalit pour Abébara pour des interventions techniques. Alors j'ai découvert l'homme, un travailleur, un laboureux travailleur rigoureux. On s'est retrouvé encore à Bamako, dans la division énergie et froid, où j'ai découvert davantage l'homme, très respectueux, très rigoureux. Alors chaque fois qu'on avait des missions où il fallait déployer 4-3 agents et que les moyens ne suivaient pas, on choisissait Sékou Keïta seul. Même en dehors du Mali, il partait et la mission était toujours parfaite. L'autre vient de perdre un grand technicien de l'énergie froid, franchement dire. C'était quelqu'un qui était courageux et dévoué à son travail. Sékou était quelqu'un qui aimait son travail, il connaissait, il faisait avec du cœur, avec tout ce qu'il sait. Après la prière mortière, Sékou Keïta a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, collaborateurs, amis et collègues. Il y repose désormais au cimetière de Amdalaï, laissant derrière lui des épouses, des enfants et des collaborateurs inconsolables. Que son âme repose en paix. Amen. Et on dit un grand merci à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Gundam, Diré, Gourmararous et Tombouctou. C'est la fin de cette édition. Demain, c'est un autre jour. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de nos programmes et à demain 20h.